Et on file aux États-Unis, retrouver Mathieu Mabin en direct de Washington. Bonjour à vous Mathieu. Est-ce qu'on est sur une reprise de la guerre ? Il y a des éléments factuels qui le laissent penser ? Alors, depuis le 28 février, on a quand même accumulé une certaine expérience, effectivement, qui peut nous garantir une certitude, une seule. Dans ce dossier, il est impossible d'avoir des certitudes. D'abord, de manière générale, parce que conformément à l'adage, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que Téhéran, d'abord, mais bien entendu aussi Washington, ne serait-ce que par omission, n'ont pas franchement facilité la tâche des humbles observateurs que nous sommes, vous et moi, et j'inclus Antoine Mariotti, évidemment. Donald Trump parle d'opération ponctuelle, une déclaration qui a le mérite d'exister, mais qui ne nous éclaire pas beaucoup sur la manœuvre, vous en conviendrez. C'est pour ça qu'il est essentiel pour nous de nous cantonner à ce dont on est sûr. Et parmi les certitudes que nous possédons, eh bien, il y a tout simplement le comptage des bateaux, des avions et, dans une moindre mesure, des hommes. Les avions ravitailleurs, par exemple, qui devaient quitter les infrastructures aéroportuaires en Israël. Je parle des avions de l'US Air Force, basés en Israël. Ces avions ravitailleurs indispensables à une opération aérienne de grande envergure sont d'ores et déjà de retour sur les bases israéliennes. Ensuite, les porte-avions Lincoln et Bush. On parle des deux plus gros mastodontes qui croisent sur la planète, ce qui signifie deux groupes aéronavales également, et donc l'armada de destroyers qui les accompagnent, sont pleinement opérationnels dans l'AOR de CENTCOM. En français, ça veut dire que le général américain en charge des opérations dans la région a à sa main la plus puissante flotte de combat aéronaval déployée sur la planète en ce moment. Selon nos informations, un troisième porte-avions, l'USS Eisenhower, est en mesure de quitter Norfolk pour rejoindre l'AOR de CENTCOM en 18 jours. Les marins du Eisenhower n'attendent donc que l'ordre du Pentagone finalement. Si on ne prenait que ces informations isolées, ce que nous ne ferons évidemment pas, on pourrait déduire que l'Iran doit se préparer à être militairement rayé de la carte. Seulement voilà, ce n'est pas comme si on n'avait pas déjà vu ce scénario se dérouler sous nos yeux ces derniers mois. Si on considère que la parole présidentielle également, la parole présidentielle américaine n'est plus vraiment une boussole qui permettrait d'orienter nos analyses, il nous reste alors deux hypothèses. La première, Donald Trump est véritablement excédé et arrivé au bout de sa patience et il a obtenu l'assentiment de son état-major pour anéantir ce qui reste des moyens de défense iraniens. Vous avez compris que ce n'est pas l'option la plus plausible, mais on va en reparler. La seconde option, il s'agit d'une gesticulation militaro-diplomatique de plus, comme on en a vu un certain nombre dans la longue série des épisodes de ce genre auquel nous avons déjà assisté depuis le 28 février. Voilà, on va parler des plans peut-être de Donald Trump dans un instant pour sortir de cette crise, parce que n'oublions pas qu'il y a les midterms, mais Antoine Mariotti, peut-être une première question sur, sur les informations de Mathieu, cette armada américaine qui se reconstitue, n'allons pas trop vite finalement, c'est peut-être de l'esbrouf. Oui, bien sûr que c'est peut-être de l'esbrouf et peut-être pas, comme le dit Mathieu, on ne peut pas avoir de certitude et on est dans une période où on peut en avoir encore moins que d'habitude. Pas de boussole. En revanche, il y a aussi une certitude, c'est que quand on est dans un bras de fer et dans une négociation, comme c'est le cas entre l'Iran et les États-Unis, eh bien, ça se joue aussi sur un rapport de force. Les négociations diplomatiques s'appuient toujours sur un rapport de force. Et à partir du moment où le dialogue ne fonctionne pas et qu'il faut montrer un peu les muscles, on voit bien que les États-Unis en sont évidemment tout à fait capables, sans surprise, mais non seulement vous avez les frappes qu'il y a eu hier, qu'il y a aujourd'hui, mais vous pouvez très bien dire, écoutez, on peut aller encore plus loin. Vous voulez jouer à ce jeu-là ? Très bien. Eh bien, nous sommes en train de déployer davantage de force dans la région pour pouvoir frapper encore plus fort et donc reprendre une guerre à très haute intensité, comme on a pu l'avoir au début du conflit. Donc ça fait partie aussi du bras de fer et des négociations. Maintenant, là où il faut trouver une issue, c'est pour quoi faire ? Pour quel objectif
objectif concrètement? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'ils ont frappé, par exemple, des liaisons de chemin de fer en Iran. Mais alors, très bien, on peut faire ça, on peut impacter aussi la population civile, mais il y a eu des dizaines de milliers de frappes américano-israéliennes, des dizaines de milliers de frappes au début de ce conflit, sans que le régime ne soit à terre, bien qu'il l'ait décapité, bien qu'ils aient tué parmi leurs principaux dirigeants, et notamment le principal dont on va reparler dans un instant, Ali Khamenei, qui est le guide suprême. Le régime est toujours là, il s'est renforcé parce qu'il s'est refermé sur lui-même, et que dans ces moments-là, vous avez l'instinct de survie, vous dites tiens, on peut nous renverser, donc on va étouffer encore plus toute contestation, on va être encore plus dur, et on va faire encore moins confiance aux gens. Il y a un nombre d'annonces de espions, soi-disant espions israéliens qui étaient en Iran, qui ont été arrêtés et exécutés. Dans le lot, il y avait sans doute certains qui étaient des espions et sans doute d'autres qui ne l'étaient pas, mais parce que vous avez une paranoïa générale. Donc, on est dans une situation où il va bien falloir trouver une sortie de crise, mais on en revient à ce qu'on disait ensemble il n'y a pas si longtemps, il y a 2 semaines, au moment où il y a eu cet accord qui était complètement creux, qui était une reddition en quelque sorte finalement des grandes lignes rouges américaines par rapport à ce qui avait été annoncé initialement. Et finalement, Donald Trump nous disait on a fait le plus dur, alors que rien n'avait été fait, ou presque. Et les 60 prochains jours, on va trouver l'accord final. Et là, ce sera beaucoup plus simple. Et je vous avais dit, ce sera beaucoup plus dur parce qu'il n'y a rien qui a été réglé. Et pire, là, une des lignes rouges qui était les missiles balistiques, maintenant Donald Trump disait finalement, c'est un pays comme un autre, ils peuvent en avoir. Sur le nucléaire, absolument rien n'a été réglé. Et les Iraniens se font un malin plaisir de jouer la montre parce qu'ils savent très bien que même si bloquer le détroit d'Ormuz impacte l'économie mondiale et donc aussi le prix de l'essence aux États-Unis en année électorale, c'est pas suffisant. En revanche, d'avoir un Donald Trump qui est complètement embourbé dans une guerre dont il ne sait pas sortir alors qu'il n'était pas obligé d'y aller et qu'elle était sur des raisons mensongères selon ce propre service de renseignement, ça en termes d'affichage, c'est quand même un petit peu compliqué quand vous êtes en année électorale, et ces élections, elles ont lieu dans quelques mois à peine puisque ce sera en novembre. Magnifique transition vers Mathieu Mabin. C'est vrai, Mathieu, on avait tous dans l'idée que Donald Trump cherchait un moyen de sortir de cet engrenage. Alors, quelle pourrait être la porte de sortie pour le président américain ? Alors, il n'y en a pas 50. En fait, pour répondre à cette question, il faut beaucoup plus raisonner en termes de narratif que de réalité tactique. Je m'explique. Avant le 28 février, Donald Trump justifiait les opérations israélo-américaines par quelques grands objectifs. On les connaît par cœur. Neutraliser de manière préventive les capacités nucléaires militaires iraniennes, anéantir les capacités balistiques aussi de Téhéran et affaiblir, par exemple, le plus possible les proxys. Il y en a d'autres, mais rien que pour ces 3-là, Donald Trump peut tout à fait construire un récit à destination de son électorat, affirmant que la mission est accomplie. Je vous assure que c'est possible. Et peu importe la part de réel dans tout cela, ça n'est plus la question. Et en fait, avec Donald Trump, ça ne l'a jamais été. De toute façon, quoi qu'en disent quelques experts, il n'est même pas certain que le Pentagone lui-même ait une appréciation vraiment précise de l'état général de l'outil de défense iranien. On en est là. Mais le grand paradoxe de cette affaire, c'est que le seul domaine dans lequel la Maison-Blanche ne peut pas tout simplement fabriquer une communication éloignée du réel cette fois, c'est le contrôle du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Et pour une raison simple, cette réalité est inscrite sur les panneaux d'affichage de toutes les stations-service des États-Unis et confirmée par tous les sites de communication financière de Wall Street également. Or, Donald Trump ne peut pas aborder les élections de novembre, Antoine le disait à l'instant, avec un gallon à $5 ou un baril à 150. Ce serait une catastrophe pour lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas complètement écarter l'hypothèse d'une intervention militaire américaine de grande ampleur, qui viserait à escorter les navires dans le détroit, par exemple. Et même si pour que cela soit possible, il faudrait que les États-Unis déploient un dispositif absolument gigantesque qui couvrirait 300 km de littoral iranien et au moins sur une profondeur de 100 km. C'est ça qu'il faut pour empêcher 100% des décollages de drones iraniens et empêcher les départs de vedettes rapides des gardiens de la Révolution, par exemple, vers les bâtiments commerciaux. C'est énorme, c'est hors de prix, mais pour un président américain, ça reste moins cher qu'une déculottée au midterm. Et revenons sur la libération, en tout cas ce déblocage du détroit d'Ormuz. Antoine Mariotti, Abdallah Malkawi qui était à Téhéran encore hier ou avant-hier pour participer aux funérailles d'Ali Khamenei.
Khamenei nous disait que les Iraniens lambda avaient pris conscience que le détroit d'Ormuz était une arme encore plus importante que le programme nucléaire. Oui, c'est une arme extrêmement importante. Le nucléaire, bon, très clairement, les Iraniens n'ont pas une bombe nucléaire, donc on n'est pas non plus dans une dissuasion, même s'il y avait la dissuasion de la course au nucléaire, qui n'a jamais d'ailleurs été officiellement reconnue par les Iraniens. Quand Donald Trump estime avoir une victoire en disant qu'ils se sont engagés à ne jamais avoir d'armes nucléaires, c'est ce qu'ils ont toujours répété, ils ont toujours nié fermement avoir ça. Maintenant, le détroit d'Ormuz, je pense que les autorités iraniennes en étaient parfaitement conscientes quand même. Alors là, elles voient bien qu'ils peuvent en jouer encore davantage, qu'ils se disent que c'est un de leurs atouts parce que ça dure et que, comme vient de le dire Mathieu, s'ils veulent sécuriser entièrement ce détroit et les centaines de kilomètres de littoral, ça va avoir des coûts absolument colossaux pour les Américains et pour les autres qui sont obligés de venir en soutien. On voit bien que Donald Trump ne se gênera pas pour faire appel aux pays du Golfe, aux pays européens pour venir sécuriser, et qu'on aura le Charles de Gaulle ou d'autres qui iront sur place à un moment donné, parce que vous ne pouvez pas tenir des mois et des années comme ça à sécuriser ça, parce que même si ça empêche, comme le disait très justement Mathieu, la plupart des drones ou des navettes des gardiens de la Révolution d'intervenir, vous pouvez toujours être touché aussi. C'est-à-dire que les drones, par définition, c'est pas forcément sur une base militaire, ça part de n'importe où et tout ne peut pas être contrôlé, et vous êtes à une distance extrêmement proche, donc pour les repérer, les intercepter, vous n'en avez pas toujours les capacités. Et quand vous avez des navires américains qui vont prendre à un moment donné un drone qui va exploser, ça peut aussi coûter très cher politiquement parlant. Militairement, évidemment, que c'est un problème et qu'il peut y avoir des morts, mais c'est pas ça qui va faire que les États-Unis vont perdre la guerre, pas du tout. Mais en revanche, symboliquement, si vous avez tout d'un coup 10 marins américains qui sont morts au large d'Ormuz pour sécuriser Ormuz, qui, je le rappelle, était totalement sécurisé et totalement fluide avant la guerre décidée par Donald Trump et Benjamin Netanyahou, ça, politiquement parlant, ça peut être compliqué. Merci beaucoup Antoine. Peut-être une dernière image en Iran, puisque le pays est en train d'enterrer à Mashhad son ancien guide suprême, Ali Khamenei, qui avait été tué le 28 février, en premières heures de la guerre lancée par les Américains et les Israéliens. Un avion de chasse a escorté le cercueil face aux menaces américaines. On me dit que les images sont en direct, il y a encore beaucoup de monde. D'un mot peut-être, Antoine, sont qui les personnes qui sont là? Là, il y a vraiment une foule immense, il y a peut-être des millions de personnes qui sont à Mashhad, et on les a vus aussi en début de semaine à Téhéran. Sont des sympathisants du régime? Et en Iran aussi, et en Irak d'ailleurs, voisin, où le cercueil est revenu exactement. Il y a deux choses. Le gouverneur de Mashhad a estimé qu'il y aurait 15 millions de personnes aujourd'hui, c'est-à-dire 3 fois la population de la ville. Il y a une volonté très claire, et j'en viens à la réponse à votre question, une volonté très claire du régime iranien d'avoir une démonstration de force, de dire, vous voyez, tout ça, ça c'est l'Iran. Ça, c'est l'Iran que vous voulez attaquer, et vous avez tué le représentant de tous ces gens-là. On n'est pas une simple petite caste, alors que toute l'opposition est malmenée. C'est évidemment la vérité, n'est évidemment pas celle-ci. Mais c'est l'image qu'ils essayent de donner. Là-dedans, vous avez, comme dans tout pays dictatorial, vous avez des gens qui sont convaincus, qui soutiennent le régime. Ça nous paraît toujours lunaire à nous occidentaux. Mais du côté de Bachar al-Assad, du côté de Saddam Hussein, du côté du régime iranien, vous avez toujours une partie de la population, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'elle est majoritaire, mais qui est fidèle au régime par conviction, par habitude, par éducation, parce qu'ils ont grandi comme ça. Et puis vous en avez d'autres qui vont être fidèles par peur. Alors par peur de qui peut prendre la suite et de perdre ses intérêts, par intérêt économique aussi. Donc tout ça fait des gens. Donc vous pouvez avoir des foules qui se rassemblent et qui sont un peu fidèles, qui sont loin d'être majoritaires dans le pays, mais qui sont suffisantes en termes d'image pour le montrer. Et puis derrière, vous avez évidemment le régime qui contraint des gens à venir dans ce genre d'endroit. Moi, j'ai été 6 fois en Iran, j'ai déjà participé à des anniversaires de la Révolution, par exemple, où évidemment, ce sont des démonstrations de force en termes d'image, comme c'est le cas ici. Et là, le régime dépêche des bus dans tout le pays pour faire venir des groupes. Alors, vous allez me dire, c'est le cas de n'importe quel parti politique, d'un meeting à Paris pour la présidentielle. Vous avez des bus qui arrivent d'un peu partout, toutes les fédérations du Parti socialiste ou de je ne sais quel parti qui viennent. Là, c'est évidemment au-delà. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans des administrations et de dire tous les fonctionnaires, vous n'avez pas le choix. Peu importe ce que vous pensez, vous venez et de force, et vous allez venir pour montrer, pour faire le nombre, et on veut vous voir. Et puis après, vous avez des banderoles, vous voyez, qui appellent à la vengeance. Il y avait kill Trump, tuer Trump, etc. Ça, c'est
vraiment l'organisation du régime plus que l'essentiel de la population, parce que vous avez aussi les slogans et la réalité, qui a souvent été par exemple dans des grandes prières du vendredi en Iran. Vous avez ces fameux Makbar Amerika et Israël qui sont morts aux Américains, morts d'Israéliens, morts britanniques aussi, sont les trois qui sont répétés systématiquement. Et quand vous allez parler aux gens derrière, eh ben, il y en a beaucoup qui sont en fait beaucoup plus ouverts vers l'Ouest que ne le laissent penser ces slogans qui sont aussi d'une infime minorité à l'image de ce que représente le régime. Et ce que les images ne montrent pas, celles d'aujourd'hui, ce sont les opposants aussi au régime qui se sont fait tuer lors des manifestations en décembre et en janvier. Merci beaucoup. Ou arrêtés, ou qui ne peuvent pas s'exprimer aujourd'hui. Exactement. Merci Antoine, merci également à Mathieu. On retiendra cette phrase. La première victime de la guerre, c'est la vérité. Et vous êtes là, messieurs, pour nous donner du contexte et des éléments d'analyse qui sont précieux.